Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis très heureux de vous retrouver. Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui n'était peut-être pas l'un des principaux sujets de l'actualité internationale, mais dernièrement, il l'est devenu. Je parle ici de la question du Sahara marocain. En fait, le 13 novembre, le Front Polisario a annoncé la fin de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 et a déclaré ce qu'il a appelé une guerre ouverte contre le Maroc. Cependant, le roi du Maroc et le gouvernement marocain ont réaffirmé l'attachement du royaume à la préservation du cessez-le-feu. De même, et dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Maroc a confirmé que cette opération militaire à Al-Guerguerat vise à consolider l'accord de cessez-le-feu en empêchant la répétition de ces actes de provocation graves, inacceptables et qui violent l'accord militaire, menaçant ainsi la sécurité et la stabilité de la région. Ainsi, la communauté internationale a appelé à la retenue, l'apaisement et le dialogue. Et les dirigeants de l'Union européenne, de l'Organisation de la Conférence islamique et des pays africains ont souligné la nécessité de respecter l'accord de cessez-le-feu et la libre circulation. Le secrétaire général de l'ONU et les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et de l'Union africaine ont déployé tous les efforts diplomatiques pour désamorcer la crise en mentionnant les violations graves et majeures commises par le Polisario des résolutions du Conseil de sécurité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons décrypter tous ces derniers développements au Sahara marocain et leurs répercussions plus en détail en répondant aux questions suivantes. Quelles sont les provocations qui ont conduit au renouvellement de cette crise? Est-ce que le Maroc a décidé d'agir dans le cadre de la légitime défense? Comment le retrait du Polisario de l'accord de 1991 affectera-t-il la situation sur le terrain? Est-ce que le Polisario a la capacité militaire et la volonté politique d'aggraver le conflit? Et quel rôle, enfin, pouvons-nous attendre des États-Unis? Pour débattre de ces questions et faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes de la question du Maroc et du Sahara marocain. Avec nous, le colonel Preston McLaughlin, professeur de sécurité nationale, qui était auparavant membre de la MINURSO, la mission d'observation des Nations Unies au Sahara marocain. Avec nous également le Dr Edmond Gharib, écrivain de renommée et professeur des politiques du Moyen-Orient à l'université Georgetown et à l'université américaine où il était le chef du département des études sur le Moyen-Orient. Messieurs, soyez les bienvenus. Avant d'entamer la discussion avec mes deux invités, nous allons d'abord joindre l'analyste de l'émission, J.D. Gordon. J.D., à votre avis, pourquoi le Polisario a-t-il commis ces actes maintenant? Et que disent vos propres sources au sein du gouvernement américain au sujet de la vision américaine quant à ces derniers développements? Adam, je pense que le Polisario a pris ces mesures provocatrices pour tenter d'exploiter la controverse et la polémique en cours en Amérique et à Washington, en particulier sur la question du transfert du pouvoir. Le président Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite, ce qui n'a pas facilité le transfert des rapports de sécurité à Biden, chose qui a créé un chaos dans le processus de transition. Quant à ce que j'ai entendu de l'administration, ils sont tous conscients que le Polisario mène une guerre contre le Maroc et cette question les préoccupe, mais ils sont actuellement confrontés à une situation très urgente en raison du transfert du pouvoir et le président mène toujours des poursuites judiciaires dans plusieurs États. C'est peut-être l'objectif majeur du Polisario, tirer profit du contexte que nous vivons actuellement. J.D., vous avez mentionné un point important ici. Certaines parties peuvent voir dans cette instabilité politique actuelle liée au transfert du pouvoir aux États-Unis une opportunité favorable pour agir. Pensez-vous que leur vision est correcte? Adam, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un bon calcul. En fait, leur exploitation de notre situation interne est une erreur car les choses seront résolues à la fin
et Biden et son administration vont nommer un candidat pour le département d'État afin de s'occuper de la question. Le Polisario alourdit encore plus la tâche de Biden avec des problèmes dont il n'a que faire à l'heure actuelle, de sorte que le prochain secrétaire d'État américain, il ne sera pas content de commencer son mandat avec ces problèmes créés par le Polisario. Tous les Américains veulent voir la stabilité dans cette région, refusent l'idée de toute confrontation armée là-bas. Le Polisario n'agit pas intelligemment en provoquant cette crise et en exploitant notre situation interne aux États-Unis, car dès que nous résoudrons nos problèmes, le front regrettera de telles actions. Merci JD. Je me tourne à présent vers mon premier invité. Preston, le secrétaire général des Nations Unies, a publié un rapport important le mois dernier dans lequel il faisait état d'une détérioration de la coopération militaire entre le Polisario et la mission de la MINURSO, en plus des violations graves et répétées commises par les milices du Polisario en entrant dans la zone tampon d'El Guelgueret. Le Polisario a prétendu, dans un communiqué de presse, que ce qui s'était passé à El Guelgueret, c'était des manifestations pacifiques de civils sahraouis non armés. D'après votre lecture du rapport du secrétaire général de l'ONU et de la déclaration du Polisario, d'après votre propre expérience dans la région, pensez-vous que le Polisario a violé l'accord de cessez-le-feu? Et ma deuxième question est, pensez-vous que la réaction du Maroc était légitime et qu'elle s'est déroulée dans le cadre de la légitime défense? C'est là deux excellentes questions. Quant à la première, nous devons revenir à l'histoire du Polisario. La soi-disant République fantomatique arabe sahraoui démocratique a des origines marxistes. Et quand elle a vu le jour, beaucoup de ses membres avaient des liens avec le Vietnam, l'Union soviétique et l'Algérie. C'est pour cela qu'il faut prendre deux éléments en considération, la guerre politique et la guerre économique. Ainsi, le 21 octobre, ils ont eu recours à la suspension de la libre circulation sur la route principale entre le Maroc et la Mauritanie, menant au Sénégal, et c'était une façon claire d'entraver le commerce et la libre circulation, et qui dénonce leur vision incohérente de la guerre. Donc on peut considérer leur acte comme une mesure de guerre politico-économique, mais le Royaume du Maroc a fait preuve de sang-froid et de retenue et a démontré son engagement clair de la maîtrise de soi au cours de ces dernières semaines. De même, on a vu que le secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu avec Sa Majesté le roi Mohamed VI et que les mesures prises par le Maroc pour ouvrir ce passage frontière reposaient sur le fait qu'il s'agit de la véritable zone tampon sud du commerce marocain. J'aimerais que vous nous apportiez un éclairage sur la réaction algérienne, puisque l'Algérie estime que c'est le Maroc qui a violé l'accord de cessez-le-feu. Cette déclaration a-t-elle quelque chose à voir avec la réalité? L'Algérie a soutenu pendant de nombreuses années le Polisario. Et avec ses derniers remaniements ministériels et la nomination d'un nouveau chef d'état-major de l'armée, qui est bien connu pour son soutien franc au Polisario, je n'ai pas été surpris par cette position algérienne, tout comme l'Algérie a amendé sa constitution pour permettre à son armée de mener des opérations militaires hors de ses frontières. Et je pense que la raison en était la préoccupation de ce qui se passe en Libye, mais je pense que le gouvernement algérien, dans sa situation actuelle, ne peut pas faire plus que publier ce genre de communiqué. On dit en physique que la nature a horreur du vide. Et cette citation s'applique également en sciences politiques.
Ma question maintenant est pour vous, Monsieur Edmond Gharib. Le monde est maintenant occupé et concentré sur ses problèmes et sur ses propres priorités. Et comme l'a dit Preston, l'Algérie est accablée par ses crises internes et elle veut détourner l'attention de ces crises. Nous avons aussi la crise de transition du pouvoir aux États-Unis et l'Europe qui est également occupée par la crise sanitaire du coronavirus. Alors pensez-vous que le Front Polisario a voulu tirer profit de tous ces faits et de ce vide? Oui, sans aucun doute. Je pense qu'il y a plusieurs raisons derrière ce que nous voyons et une grande partie de cela se rapporte à ce qui se passe aux États-Unis quant à la transition du pouvoir et ses effets, ainsi qu'à la préoccupation de l'administration américaine actuelle et à venir quant à la situation interne. Et comme je l'ai indiqué, cela se rapporte aussi aux répercussions de l'épidémie de Covid-19. Nous assistons également à plusieurs faits à travers le monde, comme le conflit en cours en Méditerranée entre la Turquie, la Grèce, Chypre, l'Égypte et certains pays voisins dans la mer Égée. Et nous avons aussi la Turquie, qui appelle aussi à la création de 2 États à Chypre. En outre, j'ai parlé avec un de mes amis marocains aujourd'hui. Il m'a dit qu'il pensait que le conflit arméno-azerbaïdjanais, qui se déroule au Haut-Karabakh, a peut-être aussi eu un effet. Dans tout ce contexte, le Polisario estime pour sa part que sa position actuelle est plus faible que jamais et il veut se concentrer sur cette question pour attirer l'attention et aussi parce qu'il y a des dimensions politiques, économiques et bien sûr des messages que ce front veut envoyer en ce moment. En fait, la différence entre la crise du Sahara marocain et les autres crises que vous venez d'évoquer est que le Polisario n'a pas beaucoup d'amis. Comment cela affecte-t-il ce conflit? C'est un point important. Je pense que nous avons assisté à un changement chez un certain nombre de pays et d'organisations internationales sur cette question au cours de ces dernières années. Nous avons par exemple vu l'ouverture de consulats généraux par des pays africains et arabes dans les provinces du sud, du Maroc. Et c'est donc un indicateur de ce changement qui dérange le Polisario. Je pense que cet indicateur est très important. Et il y a aussi les attitudes des pays africains et sahéliens qui ont adopté aussi une position ferme sur cette question car elle les affecte et affecte leur commerce. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant faire une courte pause et après cela, nous continuerons notre discussion sur cette question sous l'angle de la diplomatie internationale. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous discutons aujourd'hui des derniers développements de la crise d'El Gargaret au Sahara marocain. Docteur Edmond, j'aimerais vous demander dans quelle mesure ce dangereux blocage de ce poste frontière constitue-t-il l'une des raisons du déclenchement de cette dernière crise? En effet, il s'agit là d'un conflit ancien qui remonte à plusieurs années et ne date pas d'hier. Il y a de nombreuses répercussions, il y a d'autres conflits régionaux comme l'Algérie qui a ses propres intérêts et sa propre vision de la question qui est en désaccord avec le Maroc. Ce dernier, depuis le début, a sa propre vision du problème et qui se base sur sa souveraineté sur ses provinces du Sud. Et c'est dans ce cadre qu'il a proposé le projet d'autonomie. Au niveau international, les pays étrangers ont soutenu cette partie ou l'autre, mais durant les dernières années, nous avons commencé à assister à un changement des positions de ces pays et c'est pourquoi nous avons vu que certains pays africains qui avaient une position différente au début du conflit ont compris la justesse de la position marocaine et ils estiment aujourd'hui que l'initiative marocaine d'autonomie est la bonne et la meilleure solution et c'est la seule dans une large mesure. Nous voyons aussi que certains pays du Golfe et certains pays arabes ont soutenu la position marocaine, les pays de l'Union européenne aussi.
L'action provocatrice du Polisario était dangereuse car elle entrave la libre circulation des personnes et des marchandises aussi. Le point le plus important reste que le Maroc a fait preuve de retenue et s'est abstenu de réagir à la provocation et n'a pas fait monter la tension, mais il a pris des mesures pour arrêter ces provocations et ouvrir de nouveau le passage frontalier de Guergueras avec la Mauritanie sans escalade, chose qui a montré la sagesse des dirigeants marocains face à cette situation. Et cela se reflète clairement dans le large soutien international à l'intervention du Royaume du Maroc à El Guergueras. En regardant la réaction du Maroc à ces provocations, nous constatons qu'il a fait preuve de la plus grande retenue puisqu'il a débloqué ce passage sans aller plus loin. Donc la réaction du Maroc n'était pas seulement de la légitime défense, mais aussi une protection des principes internationaux en parfaite conformité avec la légalité internationale en utilisant une force appropriée. Que pensez-vous de cela? C'est également un point important à relever. Il y a eu une opération pour mettre un terme à ces provocations car il y avait un blocage concernant environ 200 camions, voire plus. Et donc cette question est primordiale car il s'agit de la libre circulation et de mouvements qui incluent le transport de nourriture et de médicaments. Et cela affecte le Maroc et le commerce avec le Maroc et affecte également les pays du Sahel et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est ici que réside l'importance de cette démarche évidente et la réaction marocaine qui a montré qu'il ne s'agissait pas d'une escalade, comme je l'ai mentionné au début. Et c'est pourquoi le secrétaire général de l'ONU et les pays du monde ont appelé à la retenue après le changement de situation sur le terrain. Donc cela signifie une forme de légitime défense et reflète la sagesse des dirigeants marocains dans la gestion de cette affaire. Passons à présent aux répercussions de ces événements. En fait, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé les parties à respecter l'accord de cessez-le-feu et a donné une dynamique au processus de paix. Et comme l'a dit Preston, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies le 16 novembre sur la situation dans la zone de Guerguerat et Sa Majesté a informé le secrétaire général que le Maroc reste pleinement attaché à la préservation du cessez-le-feu et que le Royaume est déterminé en même temps à répondre à tout acte qui menace sa sécurité dans le cadre de la légitime défense. En fait, Sa Majesté a ouvert la porte ici à une certaine désescalade. Alors pensez-vous que le Polisario et ceux qui le soutiennent y répondront positivement? La question est pour vous, Preston. Je pense que nous devons analyser ce qui s'est passé au cours des dernières années, puisqu'une initiative d'autonomie a été proposée et la région a connu un véritable développement économique. Je pense qu'il y a aujourd'hui de profondes divergences et dissensions au sein du Front Polisario, et peut-être que l'aventure dans laquelle le Polisario s'est enlisé en est le reflet. Je pense aussi que Sa Majesté le Roi est resté imperturbable tout le temps en traçant une voie pacifique vers l'avenir grâce à l'effort du développement entrepris au Sahara marocain, tandis que le Polisario a pris la voie de la violation de l'accord de cessez-le-feu 29 ans après sa signature, chose qui laisse tout le monde perplexe. Et vous, Edmond, quelles sont vos prévisions quant à la réaction du Polisario? Je pense que nous sommes devant deux scénarios. D'une part, la perte du Polisario d'un certain soutien qu'il avait auparavant, ce qui est peut-être l'une des raisons de cette réaction, en plus des dissensions et des divergences au sein du front dont nous avons entendu parler. Et donc, c'est une tentative de détourner l'attention de ces divisions, mais il y a aussi une volonté d'attirer l'attention. Et je pense que si l'occasion se présente, ils vont essayer à nouveau de reproduire des provocations du même genre. Mais je crois qu'il y a un autre élément que vous avez justement évoqué, à savoir que le Royaume a démontré une grande sagesse grâce à la gestion du roi marocain de cette affaire-là, puisqu'il n'a pas opté pour l'escalade, mais il a pris des mesures bien étudiées.
Et il y a eu en conséquence de l'avis de tous les observateurs cette homogénéité dans la réaction de la communauté internationale, qu'il s'agisse de l'Union européenne, des pays arabes ou africains, qui ont tous des intérêts dans cette région et veulent donc un cessez-le-feu et un apaisement des tensions, parce que ces pays, et surtout les pays africains, ont des intérêts et pourraient être affectés par la poursuite de ce conflit et ses provocations qui violent le droit international. Preston, permettez-moi de vous poser une question d'ordre militaire, si je puis dire. Quelles sont les capacités militaires du Polisario? Dispose-t-il de la force militaire qui lui permettrait de mettre en péril la paix? Et est-ce que les forces de la MINURSO peuvent freiner les provocations du Polisario? Comme vous le savez, j'étais là-bas en 1991, lorsque la mission des Nations Unies a commencé son travail, et l'objectif à l'époque était de mettre en œuvre un cessez-le-feu et d'envoyer des forces onusiennes suite à une décision unanime du Conseil de sécurité. Les effectifs du Polisario étaient bien plus inférieurs à ceux des forces armées royales marocaines à l'époque. L'armée marocaine disposait également d'une force aérienne, ce qui a fait une grande différence dans la confrontation avec le Polisario dès le début du conflit. Le front Polisario n'a pas reçu de renfort ou d'équipement majeur à l'exception de certains équipements de la Russie qui vendent des armes à tout le monde. Donc quand on entend que le Polisario veut déclarer la guerre, on s'interroge vraiment sur le réalisme de cette menace. Cette déclaration n'est peut-être qu'une manœuvre de diversion, un moyen de détourner l'attention de ses problèmes internes. Et la MINURSO est-elle en mesure de contenir le Polisario? D'après ce que j'ai lu la semaine dernière, la mission de l'ONU a surveillé la situation dans la zone tampon et au passage d'El Guerguerat, et elle a également observé les mesures de sécurité marocaines. Et est-il vrai que le Polisario a harcelé des observateurs de la MINURSO? J'ai entendu des histoires émises à ce sujet des deux côtés, et je vais les examiner de près. Mais quand j'y étais, j'ai remarqué un certain harcèlement de la part du Polisario contre ces forces de la MINURSO. Mais le plus important est que toute mesure de sécurité et de prévention prise par le Royaume du Maroc se caractérisait par la retenue, et nous n'avons assisté à aucune opération offensive du Maroc. Edmond, vous avez dit que l'opinion publique internationale soutenait fermement l'action du Maroc et vous avez évoqué dans ce sens les positions de l'Union européenne, de l'Organisation de la Conférence islamique, de l'Union parlementaire arabe et des pays du Conseil de coopération du Golfe. Ils ont tous salué la capacité du Maroc à faire preuve de retenue en soulignant l'importance du respect du cessez-le-feu. Alors, quelle valeur ajoutée un tel soutien pourrait-il apporter au Maroc? Puisque malgré son isolement international, le Polisario se dit déterminé à continuer ses violations et ses provocations. Sans aucun doute, je pense que cela est clair grâce à la récente opération. Ce que nous avons vu dans cette région, comme l'honorable invité l'a indiqué, c'est qu'il y avait l'édification par le Maroc d'un mur pour protéger la zone tampon. Mais il restait cette brèche près d'El Guerguerat que le Polisario a exploitée pour agir et envoyer des civils, mais aussi des éléments armés, comme l'affirment plusieurs sources dans cette région. Mais il semble, d'après ce que j'ai compris, que le Maroc va fermer cette brèche, ce qui va changer la situation militaire. Et cela pourrait aussi affecter la situation politique, car cela affectera la capacité du Polisario à se déplacer dans cette région. Et en se référant à votre question, cette harmonie au niveau de la position internationale est vraiment importante. Il est vrai que cela ne change pas la situation militaire sur le terrain, mais cela change la situation politique et cela renforcera la position du gouvernement marocain sur cette question, d'où l'importance de la position internationale unifiée. Merci Edmond. Chers téléspectateurs, ce que nous pouvons tirer des idées et des visions émises par nos éminents invités est que, premièrement, le Polisario est dans une position vulnérable et qu'il entretient ses provocations militaires pour consolider son autorité dans les camps de Tindouf.
Mais il a sans nul doute fait une erreur de calcul parce qu'il a affaire à un pays souverain, le Maroc, qui est un pays fort et sage. Aussi, le Maroc a exercé son droit de légitime défense, il a défendu le droit international, et ce, en libérant et en sécurisant le passage frontalier. Le Royaume a fait preuve de la plus grande retenue en envoyant des forces pour mener à bien une mission militaire limitée et claire, et il bénéficie d'un large soutien de tous les pays responsables et des institutions internationales. Mais la question éternelle est: quand la diplomatie aura-t-elle le dessus sur l'extrémisme? Nous avons vu la communauté internationale, l'ONU, essayer de parler avec le Polisario et l'Algérie, mais ces derniers persistent et signent en continuant sur la voie de l'extrémisme communiste, qui est en effet une idéologie anachronique et dépassée. Je pense que le temps joue en faveur du Maroc, et si le Maroc continue à emprunter la voie de sa politique, en mariant la retenue et l'usage rationnel et mesuré de la force, alors la résolution de la crise sera en fin de compte et certainement en faveur du Maroc. Merci à vous tous. Merci à vous, Preston, et au docteur Edmond Gharib, à Jidi également. Merci, chers téléspectateurs, et je vous dis à la semaine prochaine. Until then, ila liqa.